Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Qui c'est qui commande ? Une production un petit papour qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur vie intérieure. Je suis Frédéric Petit, femme d'entreprise, formatrice et psychanalyste jungienne. J'accompagne depuis 10 ans la vie intérieure de personnes aux commandes de projets, d'équipes, d'entreprises ou tout simplement qui essaient d'être aux commandes du quotidien. Dans ce podcast, nous suivons les aventures de Georges, personnage de fiction inspiré du réel, dont le cheminement intérieur est le fil rouge d'épisodes diffusés environ 2 fois par mois. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Mais bien sûr, vous pourriez vous reconnaître. Nous voici aujourd'hui au 3e épisode, Miroir, miroir. Épisode dans lequel Georges est invité à traverser le voile des apparences pour rencontrer son ombre dans le miroir. Vendredi, 18h16. Message sur mon répondeur. Frédéric, bonjour, c'est Georges. Vous auriez un moment pour qu'on se parle rapidement ? Bon, en fonction de vos dispos, bien sûr, mais... Enfin voilà, Rodolphe, mon directeur commercial, vient de m'annoncer son départ. Je le sentais venir, vous vous souvenez ? Ah, il nous met bien dans la merde. Je suis joignable ce soir, même tard. Lundi, 18h30. Un Georges défait était assis face à moi. Mais quel petit con ! Ah non, ça, je ne le digère pas. J'ai le dos large, vous savez. J'en ai rencontré des phénomènes, des gens bizarres depuis 15 ans. Après tout, chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie tant que le boulot est fait. Mais là, ça dépasse les bornes. Je pige pas. Vous vous rendez compte, Frédéric ? Il part monter une chèvrerie en Bretagne dans un écolieu. Il dit qu'il a besoin de donner plus de sens à sa vie, de se sentir utile et de vivre plus simplement au milieu de la nature. Un type que j'ai accompagné depuis 10 ans, que j'ai formé, à qui j'ai tout ouvert. Je pensais même le faire rentrer au capital. Il dit que la route, les hôtels, les négos jusque pas d'heure, les slides dans le TGV, les réunionites, tout ça, ça lui met trop de pression. Il se réveille la nuit, a tout le temps mal dans le dos. Il dit aussi que personne dans le CODIR ne s'en est aperçu. Que ça montre bien que tout le monde vit pour sa gueule dans cette entreprise. Et qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir vivre au vert ? Est-ce que je pars à la campagne, moi ? Mais putain, moi, à 33 ans, j'avais de l'ambition. J'avançais sans me poser de questions, j'avais envie de réussir. Et je l'ai fait pour moi, mais aussi pour l'entreprise. Je savais tenir un engagement, j'avais pas peur de me faire mal. Je laissais Georges vider son sac. Une chèvrerie, c'est n'importe quoi, il va gâcher sa vie. Et vous savez, Frédéric, il ne veut rien entendre. Il m'a dit que sa décision était prise et qu'il refusait d'en parler avec moi car il savait très bien que j'allais m'énerver. De toute manière, il traitera son départ avec la responsable juridique. Moi, je ne veux plus le voir. C'est dingue quand même. J'ai l'impression d'entendre mon fils de 22 ans quand il me parle de devenir prof de kitesurf au Portugal. Merde ! Votre fils ? Pourquoi cette association entre Rodolphe et votre fils ? Ma question stoppa net le déluge verbal de Georges, et un éclair douloureux traversa son regard. Il s'enfonça dans son siège, fixa un point invisible sur le sol,
passa plusieurs fois ses mains sur son visage, se redressa, visiblement affecté. L'humidité envahit ses yeux clairs, il prévint tout débordement en écrasant ses paupières de ses doigts. Il se tut longuement, les épaules secouées de sanglots. Le feu de la colère cédait pudiquement sous le poids de la lassitude. On allait pouvoir avancer. Je me sens perdu. Je suis épuisé, j'en ai marre. Comment je peux passer à côté de ce que vivent les personnes les plus proches de moi? Comment est-ce possible qu'ils ne soient jamais venus me parler? Georges m'expliqua que les relations avec son fils aîné, Alessandro, étaient tendues depuis quelques semaines, car il lui avait annoncé son intention de mettre ses études sur pause pour partir voyager en Europe, en vélo ou en train, et vivre de cours de kitesurf. Il lui avait balancé sa façon de voir par téléphone. « Papa, tu peux bien t'énerver tant que tu veux, ça changera rien. Ce monde est foutu et il faut être aveugle et sourd pour continuer comme avant. Je ne sais plus où j'en suis de mes projets, je ne sais même plus si c'est encore possible d'en avoir. Alors je vais te dire, penser à ma petite carrière est un luxe que je n'aurai pas. À quoi bon ?» Et il avait raccroché. Je reformulai la situation. Le départ de Rodolphe, le directeur commercial, comme la décision d'Alessandro, venait percuter la vision du monde de Georges, ses repères, ses valeurs, selon lesquels la responsabilité doit l'emporter sur le plaisir. Tous les deux venaient également, et en synchronicité, le confronter à ses limites relationnelles. Ce sentiment lancinant et douloureux d'une distance avec l'autre qu'il ne parvenait jamais à combler. Je proposai à Georges de regarder en quoi Rodolphe et Alessandro, qui suivaient chacun l'appel de leur cœur et renonçaient à la sécurité du connu pour l'aventure, pouvaient lui parler de ses envies profondes à lui. Des envies pas suffisamment considérées, dans un quotidien vampirisé par la responsabilité et l'exemplarité. Par exemple, les envies du jeune homme qu'il avait été, épris de jazz, et qui avait renoncé à sa soif de découverte du monde pour une carrière raisonnable. Rodolphe et Alessandro le renvoyaient sans le vouloir au choix de vie qu'il n'avait pas fait et l'invitaient à trouver un meilleur équilibre de vie. J'insistais. Georges, le problème, d'une certaine manière, ce n'est donc ni Rodolphe ni Alessandro. Ils ne sont pour vous que les reflets symboliques de votre propre réalité. Georges grommela, sarcastique. « Ouais, vous voulez dire que je rêve inconsciemment d'élever des chèvres et de faire du kitesurf ?» Peut-être pas, mais regardez bien en vous. Est-ce que vous n'enviez pas un peu leur audace et leur liberté? Est-ce qu'ils ne vous proposent pas, chacun à leur manière, d'élargir votre regard sur la vie, sur ce qui compte dans l'existence? Ouais, ok, mais quand même, ils se tirent et ils plantent tout le monde, c'est hyper égoïste. Et puis assez irresponsable. C'est si compliqué d'avoir confiance. Mon fils restera mon fils. Mais Rodolphe, c'est une perte sèche pour l'entreprise. Georges, la base de la confiance, c'est de laisser sa liberté à l'autre. L'autre est libre. Il faut faire confiance à la relation. Si elle est authentique, elle tiendra, même si elle doit changer de forme. Il haussa un sourcil et je poursuivis. Votre colère est à la hauteur de votre déception. Mais c'est sans doute le fruit d'une sensibilité particulière que vous portez et qui a sans doute déjà été blessée. La situation actuelle la ravive. Si vous dépassez la blessure, vous pourrez voir que la vie vous tend en ce moment un formidable miroir pour vous permettre de contacter des parts de vous que vous ignorez. Et une fois revenu au calme, il sera temps de parler à Alessandro et à Rodolphe.
Tout ça, c'est une magnifique opportunité pour travailler votre posture relationnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'en pense que vous n'y pensez pas, Frédéric. Vous voyez pas le boulot? Quel chantier ça représente, tout ça? En plus, je suis pas sûr d'en être capable. Et puis, j'ai pas le temps. Voyant que mon regard ne le lâchait pas, il admit. J'ai tout sauf envie de parler à Rodolphe. Je me sens trahi, blessé. C'est à lui de venir s'excuser. J'enfonçai alors un ultime clou dans la forteresse georgienne pour lui éviter de se fermer un peu plus. Mais il me semble, Georges, que vous n'avez pas tellement le choix. Car dans une entreprise, la culture est le miroir sans concession du patron. Elle porte l'empreinte de ses convictions, mais aussi de ses ombres. Plus le dirigeant s'ouvre à sa vie intérieure et plus il facilite la dynamique d'évolution humaine de l'entreprise. Quand le dirigeant grandit, tout le monde grandit. Alors bien sûr, tout le monde doit grandir en maturité relationnelle. Mais en tant que patron, une chose est claire. Vous emmènerez l'entreprise aussi loin que vous êtes allé, vous. Il me dit qu'il avait besoin d'un exemple. Georges, quelle est la première valeur de votre entreprise? Celle qui est affichée sur les murs dans l'entrée. La confiance, répondit-il. Eh bien justement, c'est le moment de l'incarner, cette confiance, de lui donner corps. En interne, avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos clients et vos fournisseurs. Si vos collaborateurs ne se sentent pas autorisés à venir vous parler en vérité, c'est que la confiance n'est pas véritablement installée dans la relation. Et vous-même, en refusant de prendre le temps d'un véritable échange avec Rodolphe, où placez-vous la confiance? Quelle éthique relationnelle adoptez-vous? Qu'est-ce que vous donnez à cette relation? Je sentais Georges à la fois perplexe, hésitant, sceptique. Mais il accepta de prendre un moment pour préparer son entretien avec Rodolphe. Ce soir-là, c'est un homme bien songeur qui quitta mon bureau. Quant à moi, je restai après son départ de longues minutes dans le silence de la nuit tombée, sans certitude sur le pas que Georges déciderait de faire. J'étais vraiment touchée par son courage. Ce que j'ai eu envie de souligner dans cet épisode numéro 3, c'est combien les comportements qui nous heurtent chez les autres sont toujours une source d'enseignement sur nous-mêmes, un ricochet sur nos propres blessures mal soignées. Au premier niveau, la relation à l'autre, c'est d'abord du boulot sur soi, tous les jours. Devenir conscient de ses jugements, de ses projections, de ses non-dits. Être lucide sur ses peurs et sur ses protections. Apprendre à se positionner par une parole claire. Prendre le risque de déplaire. Renoncer à manipuler. Reconnaître ses torts et ses limites, etc. C'est une hygiène relationnelle qui simplifie énormément la vie de tous. Et au deuxième niveau, sur un plan symbolique, si on accepte de dépasser la réaction émotionnelle première, l'autre qui nous heurte nous offre l'occasion de grandir intérieurement par intégration de l'ombre. Qu'est-ce que cette personne qui m'irrite, me dégoûte, me fait peur ou m'inspire tant vient m'enseigner que je ne peux ou ne veux pas voir en moi? L'ombre, cette part de nous jusqu'ici inconsciente, et qui est révélée au détour de la relation, bouleverse le point de vue toujours étroit du moi pour le renouveler et l'élargir. On se maintient alors dans une dynamique d'évolution ou d'amélioration continue, pour reprendre un jargon d'entreprise, ce qui est la signature même de la vie. Je ne vois chez l'autre que ce qui est déjà en moi. Une fois qu'on a compris que l'autre n'était toujours qu'un miroir de nous-mêmes, la vie relationnelle devient passionnante, une voie d'exploration et de transformation à part entière. Alors, et vous, si vous contemplez votre vie,
jusqu'à quel point vos relations sont-elles altérées par vos jugements, projections, peurs et autres réactions émotionnelles. Et puis si vous pensez à la dernière personne qui vous a franchement agacé ou blessé, que vient-elle vous révéler de vous que vous rejetez ou n'osez pas encore? Et donc, si vous regardez attentivement dans le miroir, qui c'est qui commande dans votre vie? Je vous remercie pour votre écoute et merci également pour tous vos messages d'encouragement qui me touchent beaucoup. Vous pouvez réécouter ce podcast Qui c'est qui commande autant de fois que vous le voulez et suivre les aventures intérieures de Georges dans le prochain épisode où il sera question de fendre l'armure. Merci de partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un repère pour d'autres personnes. À bientôt!